Je me présente, je m'appelle Sonia Nickel, je travaille pour le Conseil de développement et le Conseil des élus du Pays Basque. Donc peut-être très brièvement, je vais vous présenter ce que sont ces deux conseils. Ce sont deux associations loi 1901 qui sont nées au début des années 90 et qui portent le projet de territoire à l'échelle du Pays Basque. Donc, le Conseil des élus est composé de l'ensemble des élus du territoire à partir de l'échelon de l'intercommunalité jusqu'à l'échelon parlementaire. Et le Conseil de développement est constitué de 123 structures représentantes de la société civile à l'échelle du Pays Basque. Et ces deux associations travaillent de concert pour élaborer des démarches territoriales de développement, et ce depuis 20 ans. Dans le cadre des travaux du Conseil de développement, il y a différents chantiers de réflexion qui sont très régulièrement initiés. Et donc, il y a 2 ans, les membres du Conseil de développement ont souhaité initier une réflexion autour des enjeux économiques et sociaux. Il y a un diagnostic socio-économique du territoire qui a été établi, ou plutôt réactualisé, parce que le Conseil de développement avait déjà réalisé un diagnostic de ce type en 2005-2006. Il s'agissait de voir si les tendances observées à l'époque étaient toujours d'actualité et si de nouvelles tendances avaient vu le jour. Donc là, ce que je vais vous présenter, en fait, ce sont quelques extraits de ce diagnostic socio-économique de territoire, quelques chiffres, sachant que vous pourrez retrouver l'intégralité de ce diagnostic qui fait environ 110 pages sur le site internet louraldea.net. Évidemment, ça ne va pas être le symétrique de ce qu'a fait Sonia concernant le Pays Basque Nord. D'abord parce qu'on ne trouve pas, entre autres parce qu'on ne trouve pas de données directement sur l'ensemble du Pays Basque Sud, qui correspond à 2 autonomies dans l'État espagnol, et puis aussi à cause du caractère, je dirais, de ma présentation. En fait, j'ai été sollicité parce que j'effectue une présentation du Pays Basque à un certain nombre de nos étudiants à l'unité de Bayonne, des étudiants de licence qui en fait arrivent du grand sud-ouest et même de la France entière pour beaucoup d'entre eux, qui ne connaissent donc pas du tout ce territoire. Et on a prévu donc en quelques heures de leur expliquer un peu où ils arrivent, etc. Donc vous allez voir que c'est une présentation qui a un caractère, on avait dit, administratif, géographique, économique. En fait, c'est pas mal géographique. Normalement, c'est assez adapté, je dirais, pour ceux d'entre vous qui arrivent de la côte, qui n'ont pas forcément une grande connaissance de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Moi, j'ai pu vivre ça en enseignant en lycée ici, voir que mes élèves finalement passaient la frontière, comme sur certaines cartes Michelin. Autrefois, il y avait marqué Espagne avec une paire de castagnettes, et à part les pratiques de loisirs, les sorties dans les bentes, etc., on ne connaissait pas forcément. Donc vous allez voir que c'est une présentation, je dirais, assez basique. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer pour ceux qui connaissent déjà très bien la zone dont il est question. Donc présentation que je baptisais géographique et économique, avec en introduction une carte de la météo utilisée par la télévision basque qui avait fait polémique ces dernières années. Donc aspect géographique, administratif et activité économique. Et le plan, je vais commencer par des comparaisons très générales, notamment avec l'Aquitaine. Et après, donc, communauté autonome basque, bon là je l'ai écrit à l'espagnol, je l'ai dit, si on veut, et la Navarre, je reviendrai sur chaque communauté autonome plus en détail. Bien. La carte. Alors là, j'ai volé celle du Conseil de développement, qui est bien pratique, comme carte un peu générale. C'est pas évident de trouver des cartes qui font apparaître à la fois le Pays Basque dans son ensemble, le Pays Basque des 7 provinces. On est déjà tombé sur le problème. Tout à l'heure on disait Pays Basque, on ne savait plus trop de quoi on parlait. Si on traduit Pays Basque en espagnol par País Vasco, les gens ne parlent plus de la même chose, donc tout ça c'est évidemment un peu compliqué. Mais là ça nous donne une petite idée, donc 3 territoires, l'Aquitaine, une des 22 régions de programme françaises, et en face, en Espagne, 2 communautés autonomes, la communauté autonome de Navarre et la communauté autonome basque qu'on appelle le Euskadi, même si ce terme, il y a quelques années, désignait souvent l'ensemble du Pays Basque. Donc en fait, on ne sait pas toujours le nom du pays où on habite, ça complique quand même un peu les choses. Voilà, donc l'impression d'une symétrie finalement entre les régions françaises et les communautés autonomes espagnoles. Je reviens là-dessus tout de suite, en disant qu'il y a, si on parle donc d'abord de l'Aquitaine, j'ai choisi l'Aquitaine et pas simplement le Pays Basque français, pour pouvoir aussi donner des références et faire des comparaisons régionales. Il y a notamment les statistiques d'Eurostat qui font apparaître les régions, et on va tomber dessus de temps en temps dans la présentation. La symétrie trompeuse, donc on peut avoir l'impression que, comme je le disais à l'instant, on a en France des régions, 22 régions, on a en Espagne des communautés autonomes, de mémoire une quinzaine, et
les régions sont divisées en France en départements, les communautés autonomes espagnoles sont divisées en provinces. C'est vrai qu'une province espagnole, en termes de taille, de structure, ça ressemble un peu à un département français, avec une capitale et 100 km autour. Pourtant, cette symétrie est trompeuse, j'y reviens tout de suite. L'espace me semblait cohérent depuis Bayonne. À Bayonne, on aime bien, enfin, je parle de Bayonne parce que je vis sur la côte, hein, mais même les Pays Basques français en général, on aime bien cette idée d'éro-région, mais tout simplement parce qu'on est au milieu. C'est un espace qui nous va bien. Mais la majorité des habitants de l'euro-région, entre guillemets, ne savent pas qu'ils vivent dans l'euro-région en question. C'est quelque chose qui est pour l'instant très très peu connu. Ce n'est pas un espace vécu par la plupart des habitants. Quand on parle de frontières et d'administration, on appelle ça traditionnellement la géographie politique. Géographie politique, ça amènera nécessairement à parler du cas de la Navarre. Hein. On a dit que l'espace dont on parlait, il y avait l'Aquitaine, il y avait Euskadi, il y avait la Navarre. La Navarre n'a pas voulu adhérer, signer le traité instituant l'euro-région dans sa dernière mouture. Il y a des réticences très fortes qui s'expliquent pour des raisons historiques, donc, entre une partie des Navarrais, et notamment la partie qui dirige le gouvernement régional, avec toute forme de coopération, en fait, avec les autres régions de l'espace. Alors, quand je disais que la symétrie était trompeuse, bon, parlons chiffres, hein, je ne vais pas vous en mettre trop, pour différentes raisons, j'en ai demandé certaines. Mais si on regarde les budgets, bon, la région Aquitaine, c'est 1 milliard et des poussières, la communauté autonome basque qui compte moins d'habitants, on passe à 10 milliards, donc les sommes en jeu ne sont absolument pas les mêmes. Le département Pyrénées-Atlantiques, on constate d'ailleurs qu'en France, un département gère presque autant d'argent que la région dont il fait partie. Si j'avais pris la Gironde, c'était déjà plus que la région Aquitaine. Donc pour une institution soi-disant dépassée, ça fait quand même des sommes importantes. Mais si on compare par contre le département Pyrénées-Atlantiques à la province du Guipuscoa, là encore on trouve des budgets qui sont sans commune mesure. Alors ça semble presque un gag d'avoir cité pour le Pays Basque français l'exemple du Conseil de développement, donc une association loi 1901 comme l'a dit Sonia, et qui gère donc ce qui peut sembler une misère par rapport à des institutions un peu plus sérieuses. Voilà. Donc d'un point de vue de la taille des grands repères, ça fonctionne à peu près, dire région en France, communauté autonome en Espagne, mais du point de vue des compétences et des sommes gérées, bien sûr, ça n'a rien à voir. Alors, bon, ça c'était notamment pour les gens qui ne connaissaient pas trop le coin, etc., donc je passe très vite. C'est surtout pour le vocabulaire, pas être étonné quand on parle d'Iparralde, la moitié occidentale des Pyrénées-Atlantiques, pour fâcher personne, et quand on parle côté espagnol d'Egoalde, pour désigner en fait les provinces basques d'Espagne. Donc dans la vision basque dite Escualeria, dont là il y a un échantillon, on peut le trouver un peu partout, certaines portes en pendentif, etc. Ben, on a un Pays basque de cette province où la frontière franco-espagnole n'apparaît pas. Ce que je dis parfois aux jeunes qui débarquent dans le coin, pas être trop étonnés, si de l'autre côté de la frontière on leur dit tu viens d'Iparralde, ben, au moins connaître le terme, après ils en pensent ce qu'ils veulent, mais c'est des choses qui sont en train de passer dans un vocabulaire relativement courant, même si c'est une aberration géographique, parce que l'Iparralde ça veut dire côté nord, Saint-André c'est beaucoup plus au sud que Saint-Sébastien par exemple, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est peut-être plus lucide d'un point de vue linguistique, on parle en général par exemple pour le sultan, de dialectes orientaux et occidentaux pour le biscayen, à la limite ce serait plus logique. Mais c'est passé dans le vocabulaire et ça permet de ne pas employer les mots France et Espagne qui constituent des tabous majeurs pour une partie des Basques. On continue. Alors, petite réflexion sur la frontière. Bon, la frontière marque l'espace, on peut en parler dans n'importe quelle partie, je tenais quand même à en parler un peu. On dit parfois, on ne voit pas les frontières, ou en avion, on ne voit pas les frontières. Bon, moi je pense que c'est, pour ce que j'en sais, c'est du prêchi-prêcha. Les frontières, il y en a certaines qui sont tout à fait visibles. Vous regardez sur Google Maps, la frontière au Mexique entre San José et Tijuana, elle est tout à fait visible. La bande de Gaza, il paraît qu'on la voit par satellite. Et dans la région, la frontière, au moins sur la côte, on la voit. Je crois que pour tous ceux qui habitent la région, là, il n'y a pas de photo. Déjà, la photo de droite, bon, c'est pris à 10 km de celle de gauche, puisqu'on a Hendaye à gauche et Passares Pachaya à droite. Il y a 10 km entre les deux. La photo de droite, et avec la hauteur des bâtiments, en Iparralde, il n'y a aucun endroit qui pourrait ressembler à ça. La seule chose qui monte un peu, c'est la ZUC de Bayonne. À Anglette, ils ont voulu dépasser les 3 étages, apparemment c'est révolution. Enfin, bon.
Remarque quand même, si on regarde le Pays Basque intérieur, bucolique, etc., par contre ça peut être un peu plus trompeur. Là c'est beaucoup moins évident de savoir de quel côté on est en France, de quel côté on est en Espagne, à condition de préciser que la vallée espagnole que l'on voit ici, c'est la vallée du Bastan, qui est la seule vallée, on peut dire non industrielle, du Pays Basque espagnol atlantique. Excusez pour la lourdeur, mais finalement c'est un peu ça, il n'y a pas d'usine. C'est rare au Pays Basque espagnol vert. Donc en fait, bon, à gauche c'est Baïgori, à droite c'est Bastan, mais si on ne connaît pas, là, par contre, la différence franco-espagnole est beaucoup moins. Alors, phénomène frontalier, qu'est-ce que ça pose? Je pense que ça a un impact au niveau de l'image du pays. Et ça peut avoir de l'influence sur la communication des entreprises, sur la communication touristique, par exemple, c'est tout à fait patent. Au Pays Basque espagnol, c'est un nord industriel. D'ailleurs, les clichés qui sont associés aux Basques en Espagne sont des gens du nord, travailleurs, taciturnes, etc. En France, on a des sudistes, gays, qui aiment danser, Voltaire, ça danse au pied des Pyrénées, etc. Donc en fait, pour un pays qui a des références culturelles communes, etc., le fait, l'appartenance à deux États différents induit des images, induit des clichés qui ne sont pas du tout les mêmes. Des contacts longtemps limités, alors c'est à nuancer. Bien évidemment, entre les habitants des villages, entre Arnegui et Valcarlos, les gens sont cousins, etc. Bon, on pourrait citer plein de choses. La contrebande, dans les périodes de fermeture de frontières, la contrebande était même un lien très fort, finalement, et elle contribuait à garder les liens. Pour autant, les contacts économiques, bon, mais sur la côte, le franquisme, les périodes de guerre, il y avait des moments où les trains ne passaient plus, où il fallait des visas pour passer, etc. Donc on avait un effet cul-de-sac qui, au niveau économique, produisait des dégâts. Qui faisait que le Pays Basque espagnol était extrêmement tourné à certaines périodes sur son marché intérieur espagnol, et qu'ici on était dans un cul-de-sac. Moi je me rappelle, lors d'un stage enseignant à Bordeaux, on m'avait désigné en disant notre malheureux collègue qui vit dans les orteils de l'Hexagone. Ça, je pense que c'est Baïgori, Saint-Jean-Pied-de-Port avec la forme, ça devient les orteils de l'Hexagone. Donc, dit plus familièrement, c'était le trou du cul du monde. Alors, cette différence franco-espagnole, bon, mais il y a derrière ça aussi un héritage historique et culturel. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de passer la frontière, si vous entamez demain, je ne sais pas, des démarches, des contacts, etc., oui, il y a des choses qu'on comprend quand même assez vite. Il y a des formes d'hostilité traditionnelles entre France et Espagne. Alors, je fais le pari que ça sera bientôt dépassé. C'est en train de changer. Depuis que les voisins viennent nous voir dans des 4x4 ou des Audi, on les regarde de moins haut qu'à l'époque où ils s'entassaient dans des Fiat 500. Je pense que c'est un facteur important. Le rattrapage économique de l'Espagne contribue à modifier le regard. Du coup, du côté français, le mépris de l'espagnol, entre guillemets, tend à disparaître. Et la réaction de défense de l'espagnol, qui faisait un mélange de complexe et de haine par rapport à la France, tend aussi à disparaître au fur et à mesure qu'il est à peu près à la norme européenne. Alors ce que je dis là, bien sûr, ça ne vaut pas spécialement pour le Pays Basque, c'est les contacts franco-espagnols en général, mais c'est perceptible aussi ici. Si vous passez la frontière de temps en temps, ça m'étonnerait qu'on vous ait jamais traité de gabacho, par exemple, qui est quand même un terme assez péjoratif. Alors les langues, l'occasion d'en parler, les langues unissent ou divisent, bon là j'ai pas de statistiques, hein, par contre il y a un point de bascule en Espagne, c'est autour de 1980, quand l'anglais supplante le français comme langue étrangère. Les personnes donc, qui ont fait leurs études en Espagne avant 1980, si vous tombez sur un espagnol étant allé à la fac, il a fait du français. Il n'a pas forcément le savoir, mais mais la langue française était présente. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc on voit de plus en plus de contacts transfrontaliers qui se font en anglais. C'est pas toujours, c'est parfois assez pathétique. En même temps, on a un avantage, même si de l'autre côté de la frontière, il y a de moins en moins de gens qui savent le français, c'est limpide. L'enseignement de l'espagnol quand même progresse ici. Il y a encore 20-30 ans, il y avait un phénomène de faire de l'allemand, y compris donc en zone frontalière, parce que c'était une langue plus chic, là où l'espagnol faisait un peu langue pour parler au personnel ou langue de pauvre. Bon, heureusement, c'est fini, hein, et c'est surtout la connaissance de l'espagnol ici qui domine. Bon, la langue basque, c'est un outil puissant, bon, beaucoup à un niveau symbolique ou affectif, enfin bon, on le remarque même ici, hein, moi-même je fais des choses sérieuses en français, mais bon, ça peut être un élément dans l'avenir au fur et à mesure qu'elle est récupérée au Pays Basque espagnol. Par contre, ici, ça ne suit pas vraiment. Les initiatives institutionnelles, bon, je passe très vite, finalement, c'est pas tellement le but de mon exposé. L'Eurocité, je ne sais pas si ça va continuer. On est 600 000 personnes à vivre dedans, mais la plupart d'entre nous ne savons pas qu'on a envie de l'Eurocité.
Chingoudi qui regroupe Irun, Fontarabie et Hendaye. Bon, Chingoudi, là par contre, c'est davantage un espace connu par les habitants. Je pense que beaucoup de gens savent qu'ils habitent dans cette institution, avec un certain nombre de réalisations concrètes. Même chose pour Chaleta, autour de ça, Fugaramundi. Quant à l'Eurorégion, j'ai fait allusion tout à l'heure, bon, ça demande à se développer. Comparaison avec l'Aquitaine, bon ben là, sans surprise, vous voyez l'agriculture-industrie, c'est ça que je vais vous parler maintenant. On est ici en termes d'impact sur le PIB. Dans le commerce et les services, on a dans les deux cas des régions de l'Europe développée. Commerce et services sont bien sûr un poids très important. L'agriculture, par contre, qui constitue probablement la différence la plus marquante. Alors, je passe très vite sur le secteur primaire dans la communauté autonome basque, il est presque anecdotique. Hein. Il y a un rôle symbolique, bien sûr, le bachéri, la ferme dans l'imaginaire basque. Vous savez, les gens habillent leurs enfants pour Santo Thomas, les Espagnols et un béret. Enfin, bon, ils habitent dans des HLM. Le poids est très limité dans le PIB, c'est moins de 2%, c'est plutôt proche de 1 d'ailleurs, un petit peu plus dans l'emploi. Et en plus, en Biscaye et en Guipuscoa, quand on parle d'agriculture, du secteur primaire, pardon, c'est d'abord la forêt et la pêche. Finalement, assez peu. Donc, les activités auxquelles on pense, des produits beaucoup plus variés à la base, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, pour l'aspect industriel, par contre, ça vaut le coup de s'y arrêter un peu plus. Bon, expliquer ou rappeler que c'est une région de vieille industrie, développement au XIXe siècle, révolution industrielle, les mines de fer en Biscaye, qui ont été donc à l'origine du développement d'abord de cette région-là. Et plus récemment, on fait un saut, le but c'est pas non plus de faire de l'histoire, mais mentionner quand même la crise des années 70-80, qu'on peut considérer aujourd'hui comme surmontée. Crise qui avait plusieurs facteurs, vous avez les effets d'une crise mondiale à ce moment-là, mais également l'ouverture de l'Espagne qui a suivi la fin du franquisme, qui a menacé un certain nombre des débouchés qui étaient traditionnellement ceux de l'industrie du Pays basque espagnol, qui étaient tournés finalement vers la péninsule. Donc, ils ont réussi à réorienter une grande partie de leurs activités, un tissu de PME qui a finalement assez bien résisté. Les victimes les plus spectaculaires, en fait, c'était souvent des très grosses entreprises, les chantiers navals, la sidérurgie, qui ont été impactés gravement. Bon, donc aujourd'hui, un tissu de PME, quelques locomotives multinationales, ça peut être des multinationales d'ailleurs, ça peut être des multinationales du Pays basque aussi, fortement implantées au Pays basque, Fagor, Iberdrola ou d'autres, ou des entreprises espagnoles comme la CAF. Pour donner une idée sur le poids dans l'ensemble espagnol, l'industrie clé de la richesse basque, au sens où, si le Pays basque, je l'ai dit, la communauté autonome représente à peine 5% de la population espagnole, il représente 6% du PIB, plus de 10% du PIB industriel et 9% des exportations de l'Espagne. Donc ça aussi, pour eux, c'est intéressant, ils sont davantage tournés vers l'extérieur que d'autres régions. Et puis il y a des positions dominantes, la machine-outil, on parlait de Eibar tout à l'heure, bon, cette région-là est une dans le peloton de tête des régions européennes qui produisent des machines-outils, avec une région allemande et une région italienne, si je ne m'abuse. Je sais qu'il y a des entreprises ici qui l'ont découvert assez récemment. On m'avait raconté une anecdote de quelqu'un dans une foire en Allemagne qui se rend compte que finalement les machines qu'il venait chercher étaient fabriquées également à 100 km de chez lui. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, avec d'autres procédures de comparaison, ça arrivera moins facilement. Mais on pouvait voir des choses comme ça encore il y a quelques années. Bon, les aciers spéciaux, etc. Donc, mentionner quand même quelques spécificités de la politique active du gouvernement basque en la matière, puisque c'est dans ses compétences. La mise en place d'un certain nombre de clusters qui fonctionnent bien, qui ne sont pas simplement des points de rencontre, mais qui ont de véritables activités donc de formation, de recherche, etc. Le Technopole, avec Sanudio en Biscaye, qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Et des efforts d'innovation en général. Par exemple, le ratio qu'on utilise traditionnellement en économie, c'est recherche-développement sur PIB, on calcule un taux. Bon, au Pays basque, il atteint 2%, c'est de loin le plus élevé d'Espagne. En même temps, ce n'est pas comme la Finlande ou des pays leaders qui mettent jusqu'à 3% ou plus de leur richesse dans la recherche. Mais au niveau espagnol, c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est assez faible traditionnellement parce que l'économie espagnole s'est construite beaucoup finalement sur des délocalisations. Ils faisaient le montage automobile, ils faisaient les pneus pour Michelin, mais ils n'avaient pas la tête de Michelin, ils n'avaient pas la tête des entreprises d'automobile, etc. Bon, donc au Pays Basque, il y a plus d'efforts là-dessus. Bon, c'est pour égayer un peu.
Il n'y a pas que la ferme basque qui est importante dans l'imaginaire. Au Pays basque espagnol, la tradition industrielle est assumée et éventuellement l'objet de fierté. L'Athletic Club de Bilbao, n'hésitez pas à poser devant les hauts fourneaux de Biscaye, ancienne version. Maintenant, ça ne ressemble plus à ça. Il reste des hauts fourneaux électrifiés. C'est beaucoup moins spectaculaire. Bon, les services, je passe très vite. Transport, distribution, transport, j'aurais pu parler des infrastructures de transport. Bon, là, vous connaissez un tour entre Oyarzun et Renteria. On a une autoroute, une nationale doublée, 2 écartements différents de chemin de fer. Au milieu de tout ça, on va faire passer le TGV. Bon, bref, il y a ce qu'il faut. Des banques importantes, bon, parmi les plus importantes d'Espagne, en restructuration, c'est pas celles qui ont eu les plus grosses difficultés, mais elles en ont aussi. Et j'en parlais un peu, les services qu'il y a au niveau de vie, donc le service de santé, également l'éducation. Un petit peu, remarque sur l'éducation, je ne vous ai pas mis la carte, mais il y a des cartes au niveau de l'Espagne qui sont spectaculaires. Si on regarde par exemple la proportion de jeunes qui abandonnent le système avec le niveau secondaire, ce qu'on appelle en anglais, bref, le niveau secondaire bas, c'est-à-dire en n'ayant vraiment pas grand-chose. En Andalousie, c'est 60%, Pays Basque et Navarre, c'est seulement 30%. C'est là qu'en Espagne, il y a le moins de gens qui partent avec un niveau scolaire basique. Avec un petit développement du tourisme, avec l'effet Guggenheim, bon, je passe là-dessus, parce qu'en général, ici, on est au courant, on a remarqué, c'est plus beau, c'est plus pimpant. Bon, néanmoins, je pense que ça sera toujours un peu limité. Visiblement, ils misent plutôt maintenant sur accueillir des gens pour venir passer des week-ends, misant sur la gastronomie, etc. L'effet Guggenheim, ça a été un peu la locomotive. Alors pour finir, 2 mots sur la Navarre, ça ira plus vite, je vous promets. Pourquoi j'ai mis la guerre civile de Navarre au XVe siècle? Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire aujourd'hui? Ça conditionne encore beaucoup de choses. De savoir si la Navarre est devenue espagnole dans une union fraternelle ou lors d'une guerre de conquête, ça fait l'objet encore de débats ces dernières années. Et ça conditionne les problèmes politiques dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, il faut dire que la Navarre était un royaume prestigieux, donc une terre marquée par l'histoire. Alors ça a des conséquences également touristiques. Le tourisme en Navarre, il peut s'appuyer sur des patrimoines historiques qui existent beaucoup moins dans la communauté autonome basque. Des compétences importantes, c'est une autonomie comme la communauté autonome basque, une autonomie historique qui négocie le reversement d'un coupeau à Madrid, qui a une autonomie fiscale très forte, qui a plus de compétences que d'autres autonomies espagnoles. Une vie politique propre, le parti politique au pouvoir actuellement en Navarre est un parti qui se veut navarrais, surtout pas basque, et un petit peu espagnol, mais c'est pas toujours très clair. Donc ça donne une grande complexité, diversité des cultures et des sentiments d'appartenance. La carte de droite, c'est les zones linguistiques en Navarre. Le nord de la Navarre, la langue basque, par exemple, a un statut, comme dans la communauté autonome basque, ça prend à l'école, etc. La zone mixte que vous voyez en rouge, plus sombre, autour de Pampelune et un peu vers les montagnes, la langue basque a certains droits, on peut l'apprendre à certaines conditions, etc. Et le sud de la Navarre, pas du tout. Si on veut faire du basque, il faut aller à l'Icastela, c'est tout. Alors, ce qui serait une erreur, j'ai remarqué ça des fois chez des gens qui viennent de loin, ils pensent qu'on a affaire à une division ethnique entre 3 groupes, non, a priori, c'est pas du tout ça. En tout cas, ça ne peut pas être résumé à ça. On peut trouver des gens indépendantistes basques, même s'il y en a évidemment moins dans le sud de la Navarre, comme on peut trouver dans les vallées du nord de la Navarre, des gens qui s'expriment en espagnol avec difficulté, mais qui disent qu'ils ne sont surtout pas basques pour des raisons historiques, etc. Voilà, 2-3 spécificités de la Navarre. Le secteur primaire en Navarre, enfin précisément l'agriculture, là ça se différencie de la communauté autonome basque. Des structures agricoles variées, c'est vrai que c'est plus la polyculture basée sur des fermes dispersées. Ça, on a ça dans le nord de la Navarre, qui sont des vallées humides, mais quand on descend vers le sud, on voit des villages avec le matin les tracteurs qui quittent le centre-ville pour aller travailler au champ sur des grands domaines, donc pas du tout les mêmes structures. Un poids limité quand même de l'agriculture dans l'emploi direct, mais des effets importants d'entraînement, une industrie agroalimentaire puissante et le tourisme en Navarre, il se développe aussi parce que l'environnement est entretenu, parce qu'il y a des bons produits qu'on sait valoriser. Et ces produits bénéficient donc d'une image assez forte à l'intérieur de l'Espagne. Le pacharan, ici, on connaît, mais dans toute l'Espagne, on trouve du pacharan. Moi, j'ai été surpris lors de mes voyages de voir que vous pouvez se sentir un peu à la maison. On pouvait commander un pacharan navarrais au fin fond de l'Andalousie, ça étonne personne. C'est ressenti comme un produit navarrais, donc.
Voilà, pour se faire plaisir un peu, alimenter un peu l'appétit, quelques exemples. Les asperges qui parfois viennent du Pérou, mais normalement il y a quand même un label. Le rosé, c'est quand même ce qu'ils font le mieux. La ménestra navarraise qui donne une idée de la variété, ça c'est Ovidius, pardon. Et qui utilise différents légumes de la terre, le fameux chorizo de Pampelune. Bien, je passe. Deux mots sur le secteur secondaire en Navarre. Finalement, ce qui a sauvé la Navarre d'une certaine façon par rapport à la crise des années 70-80 dont je parlais tout à l'heure, c'est le caractère tardif de son développement industriel. En 1950, Pampelune, c'était un gros bourg agricole, il n'y avait rien. À ce moment-là, Bilbao, ça fumait de partout, c'était une des métropoles industrielles et commerciales d'Espagne. Et pas Pampelune. Donc ça s'est développé tardivement. Ça s'est développé tardivement, mais bien développé. Il y a aujourd'hui beaucoup de PME, j'ai rajouté mais oui, pour dire, il y a une locomotive, c'est Volkswagen à Pampelune. Usine de montage d'automobiles, qui l'emploi descend rarement en dessous, je pense, de 4500 personnes. Ça peut être beaucoup plus avec l'intérim, etc. Et il y a bien sûr de très nouveaux sous-traitants, de très nombreux, sous-traitants autour. Donc un poids très très fort finalement d'une multinationale. Au départ, c'est une usine Seat qui avait été implantée avant. Bon. Et donc le secteur les plus importants, bon, l'automobile, bon, des machines, un peu de machines, etc., des pièces pour différents types d'industries. Il y a aussi de l'électroménager, ils sont aussi en lien avec Fagor, etc. Et l'agroalimentaire. Secteur d'avenir, industrie éolienne. Vous avez peut-être remarqué en vue déplaçant quand la production d'énergie en Navarre, les éoliennes ont un gros impact dans le paysage. Elles produisent à la louche environ 50% de l'électricité consommée dans la province. C'est énorme. En France, le poids de l'énergie éolienne est anecdotique. Réussir à produire la moitié de l'énergie d'une province qui fait quand même plus de 600 000 habitants avec l'industrie, avec l'énergie éolienne, pardon, c'est pas une mince affaire, hein, je crois que ça peut être souligné. La Navarre était en pointe à ce niveau-là, donc se sont développées en Navarre des activités, la fabrication, etc. Il y a des usines qui fabriquent des pales, des générateurs, etc. Pour autant, j'ai mis point d'interrogation parce que là aussi, il y a des restructurations, il y a des délocalisations qui ont impacté cette industrie en Espagne et notamment en Navarre. Voilà l'illustration. Volkswagen au polygone de Landamen, derrière c'est Barangay et Pampelune, montage des polos, et on est quand même loin de la mono-industrie, c'est ce que je voulais dire, dans la mesure où vous avez aussi, par exemple, les éoliennes, entre autres appareils qui peuvent être fabriqués en Navarre, mais aussi des activités auxquelles on ne pense pas, bon, les imprimeries. À une époque, je pense encore aujourd'hui, vous avez des imprimeries notamment dans la région d'Estella, Lissara, beaucoup de livres, des bandes dessinées en France étaient couramment fabriqués dans cette région-là. Bon, les services en développement, ça c'est finalement ça ne différencie pas tellement, services publics de qualité, comme dans la communauté autonome basque, 2 universités, parce qu'en plus il y a le plus DI. Le tourisme en développement, ils ont ce qu'il faut pour, comme je le disais, à cause du caractère historique du pays. Le chemin de Saint-Jacques, ils l'ont développé les premiers, même si maintenant on met à la mode le chemin par la côte. Voilà, en guise de conclusion, citer quelques initiatives dans le domaine transfrontalier, mais bon, je ne vais pas très vite, je crois que j'ai été long. Les échanges au quotidien, tout montre que ça se passe beaucoup dans le domaine de l'achat et des loisirs. Il y a un rapport qui vient de sortir, coproduit par le CCI et d'autres partenaires auxquels vous pourrez vous référer. Laboratoire Andaillé, je connais mal Andaille, mais je crois que c'est vraiment là que ça se passe en termes de transfrontalier, de transformation. Des gens qui passent la frontière tous les jours pour aller travailler, des gens originaires du Guipuscoa qui mettent leurs enfants à l'école française, ou à Cachetola d'Andaille, mais avec l'idée qu'ils sachent les 3 langues. On a là une génération qui grandit et qui va avoir vraiment un pied de chaque côté de cette frontière. C'est probablement c'est un nœud très important. Voilà. Je ne sais pas si la dimension basque d'ailleurs sera toujours présente. J'ai enseigné au lycée Ravel de Saint-Jean-de-Luz et il y a des côtés quand même très très franco-espagnols dans tout ça. Les initiatives institutionnelles, j'en ai cité quelques-unes. Le monde associatif, il est transfrontalier, au moins pour la zone basque, par nature et depuis longtemps. Je trouve que comme ça existe des 2 côtés de la frontière, on en parlait tout à l'heure. J'ai appris le basque avec AEK, alors on pourrait discuter du résultat, mais enfin, c'est aussi une association à caractère transfrontalier qui est organisée des 2 côtés de la frontière. Je pense que là, on pourrait en citer plein d'autres. À ce niveau-là, c'était en avance sur certaines institutions. Chambre de commerce, là, pour les créateurs d'entreprises, insister sur l'existence de l'IRTA, Chambre de commerce transfrontalière, qui associe la CCI de Bayonne et celle du Guipuscoa, et qui réalise de l'accompagnement pour de nombreuses entreprises.
Sur leur site internet, on peut trouver aussi pas mal de docs pour des gens justement qui s'interrogeraient sur les possibilités de travailler avec le Pays basque espagnol. Voilà. Les sites, mais j'ai fait ça ah oui, les transports, si vous voulez faire dans le transfrontalier, préparez-vous à utiliser la voiture individuelle, hein, parce que c'est complètement catastrophique. Alors là, tout le monde est très content parce qu'on a fait un nouveau rapport sur les transports par-dessus la frontière. Enfin, le premier rapport date de 93, et là, on vient de découvrir, par exemple, que ce serait bien que les TER puissent être connectés avec les cercanías qui vont d'Irún après Saint-Sébastien, et on a l'impression d'avoir découvert l'eau tiède. C'est vraiment une grande découverte. Si les trains, il va avoir des correspondances. Il y a le bus pour Bilbao, même plus de 3 heures. Voilà. Pour l'instant, quand on veut passer la frontière, quand on veut faire du transfrontalier, on est condamné à prendre sa voiture. Il y a visiblement ici un chantier très important et qui, pour l'instant, n'avance pas. Il ne s'agit pas simplement de créer de l'activité pour créer de l'activité. Il faut que l'activité que l'on crée, les emplois que l'on crée, la dynamique que l'on crée, ait un sens. Il faut qu'il ait un but. Il faut qu'il ait une ligne d'horizon. Et cette ligne d'horizon dépend des éléments autour et antérieurs à la création d'activités elle-même. Bon, ça c'était l'input. J'essaye de décliner ça maintenant. Donc la notion d'un projet de territoire, pour avoir un projet de territoire, donc il faut avoir cette notion d'un projet de territoire, d'abord, à mon avis, c'est quelque chose qui se fait, qui s'élabore progressivement, collectivement, et qui s'élabore en permanence. Il n'y a pas un stade où c'est fait, puis maintenant, après, on passe à la phase opérationnelle, etc. C'est quelque chose à cultiver en permanence. Et donc, je disais, c'est la conjonction, et c'est la jonction, c'est la convergence de plusieurs fondamentaux, de plusieurs éléments, de plusieurs stratégies. La première, le premier de ces fondamentaux, je dirais, c'est le premier, au moins pas de façon hiérarchique, mais il faut commencer par un ordre, c'est d'avoir la conscience, ou avoir la conscience d'un territoire, c'est-à-dire être conscient qu'on n'est pas sur un espace vague, vide, abstrait. Voilà. Et c'est la notion, c'est la conscience que ce territoire a une forme, une image, une personnalité, des contours. On a une représentation de ce territoire. On sait qu'il y a la côte à l'intérieur, on sait à peu près où ça passe, où ça s'arrête et où ça continue avec d'autres territoires. Et ça, c'est avoir cette conscience-là, c'est très important parce que ça contribue à se situer de suite comme acteur dans un ensemble, mais qui du coup n'est pas un ensemble neutre. Un territoire, c'est pas un ensemble neutre. Un territoire, c'est un ensemble qui vit. Et quand on a conscience de ça, cet ensemble a aussi quelque part une conscience. Il y a des découpages qui ne sont pas des territoires. Un département, ce n'est pas un territoire. On aurait un département Pays Basque, ça aurait été un territoire. Or, le département actuel, c'est un espace qui a été découpé. Et pour lui donner une âme, il est redivisé en territoire. Pour que les gens puissent avoir des projets, puissent s'identifier, puissent se projeter dans l'avenir. Cet espace, il a été décliné en territoire qui ont un sens, qui correspondent à des réalités. Donc, premier élément, c'est cette conscience de faire partie d'un territoire. Deuxième élément, c'est avoir conscience aussi des forces et des faiblesses de ce territoire. Ce territoire, il est comme il n'est pas meilleur que l'autre, il n'est pas pire que l'autre, et c'est une médaille à deux faces. On est toujours dans des médailles à deux faces. Et donc, il faut avoir conscience de ces deux faces. Il faut avoir conscience des forces et des faiblesses de ce territoire. Et même si il y a des parties du territoire qui ont peut-être plus de faiblesses que de force, il y a toujours les deux éléments. Donc, c'est avoir conscience de ça et surtout avoir conscience de l'évolution des tendances. C'est-à-dire sentir que le territoire n'est pas figé. Ce n'est pas une photographie qui se perpétue.
c'est quelque chose qui bouge. Et donc il faut sentir, essayer d'avoir conscience, et donc ça se constate, hein. C'est à partir de constats aussi que l'on a. Tout à l'heure on disait la population a augmenté de 10% en 10 ans, c'est une évolution. Ça aide à prendre conscience. Alors ça aide à prendre conscience après de plusieurs choses. Hein. Après on choisit de quoi on veut avoir conscience aussi. On choisit aussi sa conscience. Et donc, mais en tout cas, il faut être conscient que ce territoire existe, qu'il a ses forces et ses faiblesses, et qu'il est en évolution, et que, donc, moi, individu, seul, ou individu dans un collectif, je peux, ou je dois, et si on est dans une logique de projet de territoire, je dirais plutôt je dois, intervenir par rapport à ses faiblesses et ses forces, et je dois intervenir par rapport à cette évolution. Est-ce que je la sens, est-ce que je la trouve positive, est-ce que je la trouve aller dans le bon sens, auquel cas j'accompagne et je suis à l'initiative d'un certain nombre de choses, de démarches qui vont accompagner, voire accélérer cette évolution. Est-ce que cette évolution va plutôt dans un sens qui pose problème, là du coup mes interventions, mes implications vont essayer de corriger cette évolution, vont essayer de mettre des éléments qui perturbent peut-être cette évolution, etc. En tout cas, et puis c'est pas forcément l'évolution est bonne ou mauvaise, hein, il y a toutes les nuances et c'est jamais noir et blanc, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Bon. Mais en tout cas, être conscient de ça, parce que c'est ça qui fera aussi qu'on va s'impliquer, et on va s'impliquer d'une certaine façon. Autre élément, toujours dans ce panorama global, et dans cette prise de conscience de territoire, qui amènera après à un projet, à l'implication dans un projet de territoire, c'est la volonté que j'ai ou que je dois avoir, ou que j'essaye d'avoir, de vivre ensemble, la dimension collective. Alors j'existe certes, pas moi-même, par ce que je fais, par ce que j'ai envie, etc. Mais j'existe, et je veux exister aussi, peut-être surtout, avec les autres. Et l'implication n'a de sens que si la démarche est collective et si la finalité est collective. C'est-à-dire si la finalité est liée au territoire. Donc il y a cette volonté de faire des choses ensemble, et de faire des choses ensemble qui auraient ou qui auront un impact positif pour le territoire. Je continue toujours dans ce climat ou dans ce panorama général qu'il faut cultiver et qu'il faut appréhender pour aller vers un projet de territoire. Il y a ensuite la volonté, bon c'est le prolongement un peu de ce que je dis à l'instant, mais de faire quelque chose. C'est-à-dire non seulement de vivre ensemble, mais d'être acteurs ensemble et d'être acteurs. Et d'être acteur, ça veut dire, alors, quelquefois il y a des termes qui n'ont de sens, enfin qu'on pense n'avoir de sens que si c'est important. Or, tous les termes ont un sens, et quand je dis, là je pense en particulier, avoir la volonté de faire des choses, d'être acteur, c'est avoir la volonté de faire en sorte que l'histoire ne soit pas forcément complètement la même avec l'implication que je vais avoir sur le terrain économique que l'implication que je n'aurai pas. Les choses ne seraient pas pareilles si je n'intervenais pas. Il faut avoir cette conscience, et ça, je le précise, c'est pas l'histoire, c'est pas la grande... il n'y a pas la grande histoire de la petite, la grande n'est faite que de petites aussi. Mais la vie d'un territoire, la vie d'une partie du territoire, la vie d'un village, la dynamique d'un village est liée à des implications personnelles, à des histoires personnelles.